NYTGA. La première fois, ouais, j'étais solo quand j'ai frappé dans le sac. Aujourd'hui, je peux plus. Salut Samir. Salut Patrice. Heureux de te retrouver ici. Alors après quelques jours après ton combat, après la ceinture intercontinentale IBF Super Plume, on se retrouve ici dans ton antre, là où ça a commencé. On est à Fumel-Libos, au club de boxe. Moi, ça me prend Libos ici. C'est ma première salle de boxe. C'est cette salle. Lorsque j'ai fait voilà, mes premiers pas dans la boxe en fait, et je me suis dit en fait il faut que je sorte d'ici champion. Et je vais devenir un champion. C'est le premier jour, premier soir où j'ai fait mon entraînement ici, sur ce ring. En plus, c'est toujours le même, c'est celui-là. Mais juste la salle qui a changé. Exactement. Elle est devenue très belle cette salle. Mais avant, c'était pas du tout comme ça. Il faisait déjà moins 25. Tu vois, il n'y avait pas tout ce côté-là vitré. Mais ça fait du bien de revenir aux origines comme ça. Non, franchement, ça fait vraiment du bien parce que ça fait longtemps que je suis pas venu ici et par faute de temps et peut-être aussi voilà et c'est aussi ma faute. J'aurais dû prendre le temps aussi de revenir dans cette salle et c'est vrai que ça fait des années que j'ai pas mis les pieds, mais ça fait plaisir et ça fait du bien. C'est un début en tout cas aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Donc exactement, on est là. Et la machine est lancée, je reviendrai dans cette salle. Exactement. Pour une petite interview, on va te connaître un petit peu plus, même si on te connaît pas mal sur le Villeneuvois, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses de ta vie personnelle qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Donc, tu es né le 19 juillet 1990, tu as 31 ans. C'est ça. Signe astrologique, cancer, tu regardes un petit peu, c'est des choses... Non, je fais pas gaffe. Si voilà, si je roule et que c'est là, sur radio, tu es là sur Skyrock et puis à un moment on te parle de tes signes, bon là tu fais gaffe, tu fais attention, moi qu'est-ce qu'il va dire sur le cancer avant, d'accord, ok, aujourd'hui bonne journée, bon on va voir. Mais c'est pas... aujourd'hui mauvaise journée, mais non, c'est pas quelque chose sur lequel vraiment j'y prête attention. Très terre à terre. Ouais, terre à terre, et puis là-dessus, voilà, j'ai la tête dans les étoiles. Exactement. Pas pour ça. Exactement. La tête des étoiles pour la réussite, mais pas pour ce genre de choses. Samir, tes parents immigrés marocains, ils sont arrivés en France, toi tu es né à Villeneuve-sur-Lot. 2 frères, une sœur? C'est ça, 2 frères et une sœur. Tu te places où, toi, par rapport à ton frère, à ta sœur et tes 2 frères? Je suis l'aîné. Bon, maintenant, ils ont grandi, donc forcément, on est toujours l'aîné, mais bon, quand on parle, maintenant que je parle avec mon frère, Imed, par exemple, lui qui a 24 ans, qui a eu 24 ans récemment, bon, je ne sais plus lui parler comme vraiment un grand frère. Voilà, on va se parler comme des potes maintenant. Ça évolue. Voilà, ça évolue, on se parle comme des potes, et puis voilà. Et après, il sait que si demain il a besoin de moi, je suis là. Je sais, moi, si j'ai besoin de lui, il est là aussi. Donc voilà. Alors on en parle de ça parce que c'est très très important, la famille. On sait que par rapport à ta pratique de la boxe professionnelle, mais déjà en amateur, tu t'es entouré toujours des mêmes personnes en fin de compte. Et tu as toujours ton papa, ta maman, tes 2 frères et ta sœur qui te suivent régulièrement pour la boxe. Oui, c'est ça. J'ai tout le monde et c'est vrai que les personnes avec qui je me suis entouré, toutes ces personnes-là, j'ai tendance en fait à les garder vraiment jusqu'au bout parce que je me dis, je commence avec eux. Et de toute façon, je vais te dire, quand je suis parti de Fumel, quand j'ai arrêté la boxe ici, que je suis parti à Toulouse, pour des raisons professionnelles et d'ambition, parce que voilà, j'avais besoin de plus d'ambition et donc j'avais plus d'ambition et j'avais besoin de beaucoup plus, de plus grosse structure, et chose qu'on ne pouvait pas vraiment m'offrir ici, ce qui est tout à fait normal parce qu'avant ça n'avait pas progressé comme maintenant, ça n'avait pas évolué de la même manière. Et donc du coup je suis parti à Toulouse, à Blagnac, et pour passer professionnel et entamer ma carrière là-bas. Et c'est vrai que ces personnes dont je me suis entouré et que j'ai pris près de moi, ces personnes-là, à ce moment-là où je suis parti à Toulouse, j'avais je crois 18 ans à peine, et je me suis dit, ces personnes-là, je vais les garder jusqu'au bout. Je vais grandir avec eux et ils vont me voir grandir. Et quand on me disait, mais pourquoi tu veux pas voir ailleurs, voir des plus grands, des mecs qui sont déjà confirmés dans la boxe, des agents aussi. Des agents. Je dis non, je peux pas, parce que moi, il me faut des personnes de confiance. À l'âge de 18 ans, j'avais quand même, et je remercie mes parents parce que c'est grâce à eux que j'ai eu cette maturité, pardon. Donc voilà, mais j'avais cette maturité de me dire, non, je vais me prendre des personnes avec moi, même s'ils ne connaissent pas la boxe. Exactement. Ils vont apprendre à connaître avec moi. C'est important dans ton milieu de la boxe, Samir, parce qu'on sait que c'est un milieu qui est un peu spécial, où beaucoup de personnes peuvent s'accrocher à la célébrité aussi, à la réussite du boxeur. Toi, tu fais attention à tout ça. Je fais attention à tout ça, oui. Donc après, je sais pas ce que tu voulais dire, est-ce que je m'éloigne de tout ça? Non, je ne m'éloigne pas vraiment de tout ça, parce qu'on a un petit peu besoin aussi, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai débuté ma carrière, je me suis dit, je m'entoure des bonnes personnes,
même s'ils ne connaissent pas vraiment le milieu, ils vont apprendre à connaître, ils vont découvrir ce milieu-là avec moi et vivre l'aventure avec moi. Comme je dis à chaque fois sur mes réseaux, cette aventure, c'est la nôtre, on est ensemble, et puis voilà, et je reste fidèle. Voilà, c'est une équipe. Je reste fidèle envers cette équipe est fidèle envers moi, et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient encore plus fort. Et la preuve, on est, il y a 2 semaines. Exactement. De ce gala de boxe qu'on a organisé avec toute l'équipe. Voilà. Et puis voilà, par cet événement-là, on a réussi à réunir beaucoup de monde qui se connaissait déjà quand j'étais plus petit. Mais le fait de les voir tous travailler ensemble, c'était juste magique. C'était magique. Et c'est pour ces raisons-là que je voulais vraiment rester fidèle envers mon équipe et bien m'entourer surtout. Et de le faire à l'Amir Mori, on va revenir sur ce combat rapidement, mais on va revenir parce que tu as commencé par le handball. Tu as commencé par un sport collectif. Tu jouais quoi au handball? Au handball, je faisais ailier droit. D'accord. Ailier droit et centre, milieu. Donc soit je gérais l'attaque de l'équipe au milieu, et soit j'étais à l'aile, donc petit mais gaucher. Voilà, et ça courait. Ça t'a servi, ça, le sport d'équipe aussi, pour pouvoir continuer à travailler ensuite, même si la boxe, on le sait, est un sport individuel? Franchement, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça, physiquement déjà, sportivement parlant, ça m'a apporté énormément de choses. Mais après pour la boxe, non, parce que c'est le collectif individuel, c'est 2 mondes différents. Mais c'est vrai que moi déjà, au handball, on me dit à chaque fois, oh, t'es perso Samir. Ouais, mais je marque. Ouais, mais t'as traversé la moitié du terrain tout seul, t'as fait des dribbles, tu voulais pas me faire la passe. J'ai marqué ou pas? Oui. Bon, voilà, le plus important, c'est que je marque. Bon, t'as vu, j'avais déjà cet esprit-là d'individuel, parce qu'il te fallait un sport individuel. Je voulais prouver. T'es passé au full contact, hein? C'est ça, passé au full contact. T'as fait petit point. 15 ans, Et puis on s'est aperçu que tu étais très très fort au niveau des points, donc ça serait pas mal que tu passes à la boxe anglaise directement. C'est ça, à 15 ans, je fais du full contact, en même temps je continue le handball. Parce que le handball, j'ai commencé, j'avais du mal à quitter. Quand je commence quelque chose, je deviens fidèle, que ce soit envers une personne. Quand je commence avec une personne, je reste fidèle. Ou quand je commence un sport, j'essaie d'être fidèle à ce sport. Donc en fait, j'avais du mal à me détacher du handball. Alors j'ai fait du full contact en même temps. Et je gérais les deux. Alors je faisais l'entraînement de full contact. Après, il fallait partir dessus dans la même soirée, l'entraînement de handball. Et je faisais ça. Physiquement, ça m'a permis de me développer. Bien sûr. Et d'avoir une très bonne santé physique. Et donc ce qui m'aide maintenant pour la boxe. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et ensuite, en découvrant le full contact, je me suis détaché un petit peu du handball. Et après, full contact, on m'a dit, écoute, Samir, en fait, toi, tu es bon en anglaise. Il faut que tu ailles dans un club qu'on connaît bien. Ils m'ont parlé de Fumel, là où nous sommes maintenant. Quadruple champion de France, triple champion d'Europe. Quand est-ce que tu t'es aperçu, Samir, que tu pouvais être boxeur professionnel et faire ta carrière dans ce sport? C'est con, hein, j'essaie d'être sérieux, t'as vu, c'est dingue. Mais qu'est-ce qu'il branle? Tu es quadruple champion de France, triple champion d'Europe. Quand est-ce que tu t'es aperçu que tu pouvais faire carrière dans la boxe anglaise, Samir? Franchement, pour te répondre franchement à cette question, le premier jour, j'ai mis mes pieds dans cette salle de boxe. Tu le voulais, mais est-ce que tu sentais que tu pouvais faire quelque chose? Je le voulais, je le sentais parce que j'ai mis les gants. Bon, j'avais pas de technique du tout, mais j'ai fait un petit sparring avec quelqu'un qui était confirmé en amateur. Et physiquement, comme je te dis, j'étais déjà au top, grâce au handball et tout le sport que je faisais avant. Et donc, et voir que je prenais le dessus physiquement et que j'allumais le mec. Bon, après, il m'en mettait quand même un peu dans la tête parce que j'avais pas de technique, ce qui était tout à fait normal. Mais je tenais. Et en fait, on m'a dit, t'as juste à apprendre à boxer. Je dis, si c'est que ça, il n'y a pas de problème. Tes parents, quand tu leur as dit, voilà, l'école, c'est pas trop mon truc, je vais partir sur la boxe, essayer de faire carrière dedans. Alors le papa, je sais pas, le papa, il te suit, il est très expressif lors de tes combats, on l'a vu à l'Amir Mori. Ta maman met souvent les mains devant les yeux pour pas voir comment ça se passe. Comment ils ont réagi, eux? Le plus dur, la personne la plus dure à convaincre, c'était ma mère. Donc voilà. Et après, mon père, il est du genre, ok, d'accord, fait, et si tu te casses la figure, il faudra pas venir plancher. Voilà. Et ma mère, non, elle n'attend pas que tu te casses la figure. Elle essaie toujours de te convaincre, et essayer, non, fais pas ça, fais pas ça. Donc elle a essayé. Sauf qu'elle a oublié que cette tête dure que j'ai là, je tiens d'elle. Voilà. Et elle aussi, tête dure. On la salue. Voilà. Là, on est pas là parce qu'elle a tenté pendant longtemps. Moi, j'ai refusé pendant longtemps. J'ai tenu tête. Donc, du coup, en fait, c'était un affrontement comme ça. Sans fin. Et donc, en fait, voilà. Et à partir de là, je dis, je vais arrêter. C'est pas de la peine parce que je sortais du lycée. Je pensais même plus à mes études, à mes cours. Je venais directement ici à pied. Je descendais du lycée. Puis, c'est pas loin, mais bon, à pied, il y a du chemin. Et puis, j'arrivais ici.
assis, j'attendais que la salle ouvre. En plus, en plein hiver, il faisait froid, j'avais mon cartable, mon sac de sport. Et j'étais super heureux. Et donc mes copains me disaient, mais t'es en train de galérer. J'avais mes collègues de Villeneuve qui repartaient dans le bus. Et puis ils me voyaient, ils étaient en train de sourire et ricaner, ils se foutaient de ma gueule. Ils se foutaient de moi, plutôt. Ils se foutaient de moi. Et donc, voilà. Et moi, j'étais bien, j'étais content. Et à ce moment-là, je me dis, il faut que je dois réussir, j'ai pas le choix. T'es né à Villeneuve, mais t'as un rapport particulier avec le Maroc. Tes parents sont marocains. Quand on te parle du Maroc, c'est quoi pour toi ce pays? Quand on parle du Maroc, bon, déjà, c'est le soleil. Les vacances déjà, le soleil, les vacances, c'est un tout. C'est là où beaucoup de choses, voilà, c'est un pays où voilà, on peut faire plein de choses. Le Maroc, j'ai envie de te dire, c'est ma vie. Depuis tout jeune, j'ai baigné j'étais dans ce pays, j'ai baigné dans la culture marocaine, que ce soit ici aussi, voilà, à la maison, déco marocaine, salon marocain, tradition marocaine, tout ça. Donc c'est en moi en fait, c'est moi le Maroc. Cette double culture, on t'a vu au combat, au dernier combat, avec le drapeau français que tu as pris en main à la Marseillaise. On sait que tu es super attaché à la France, tu es né ici. Exactement. Mais tu as cette double casquette avec le Maroc. J'ai cette double casquette, double culture, et pour moi, c'est peut être qu'enrichissant. C'est super, en fait. C'est ce qui me permet d'être l'homme que je suis maintenant, et aussi d'avoir un juste milieu, et pas d'extrême, de ne pas tomber dans l'extrême. La France, c'est là où je suis né, c'est le pays qui a accueilli mes parents aussi, c'est le pays qui a pu nous donner notre chance, et c'est le pays où j'ai grandi. Donc forcément, on regarde, tu vois, le pays, mais en France, j'avais l'école, j'étais vraiment au ras des pâquerettes. Et voilà, et j'ai quand même du soutien avec moi. Les gens m'ont aidé, il y en a qui m'ont tendu leur main. Et ça a été compliqué, mais au bout d'un mois, si on ne lâche rien, on a nos chances. Et voilà, et franchement, la France, c'est comment te dire. Me dire, si demain on me dit, tu choisis entre la France et le Maroc, je répondrai comme j'ai répondu Jamel Debbouze une fois sur scène, quand il disait c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Exactement. Voilà, et c'est pas la question que j'allais te poser après parce juste que moi, je me la pose à moi-même. Et puis j'imagine juste les gens quand ils regardent ou quand ils me parlent et tout ça. C'est non, parce qu'on me voit aussi. Voilà, dans mes traditions, attaché à mes traditions marocaines. Donc on me dit, bon, est-ce que t'aimes bien la France quand même? On me pose la question, on me la pose. Bien sûr. On me demande, mais gentiment, c'est pas méchant. Donc on me pose la question, mais quand même la France, il y a les deux. Non, il y a les deux. Mais oui, la France c'est dans mon cœur. Ça fait ton identité en général, de Samir Ziani. C'est mon père et ma mère. En parlant de ça et en parlant de transmission, parce qu'il y a la jeunesse, on sait que tu es boxeur professionnel, mais tu es également adjoint à la mairie de Villeneuve. Tu es très proche de certaines associations caritatives, comme Mille et un rêves d'enfants notamment. Tu es parrain. Ça, c'est important aussi pour toi par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as vécu toi quand tu étais jeune, l'école, le mauvais élève que tu as pu être et tu t'en es sorti autrement? C'est important de faire passer des messages? C'est très important de faire passer des messages. Puisque moi, plus jeune, lorsque j'étais dans... comment je pourrais expliquer? Lorsque j'étais dans ma petite vie banale, entre guillemets, j'attendais à ce qu'on me tende la main et qu'on m'aide ou qu'on me conseille, qu'on me dirige. Et forcément, j'avais pas tout le temps cette chance-là. Je l'ai eu rarement parce que j'étais adolescent. Et c'est vrai que lorsqu'on me parle d'association, on me parle de jeunesse, en fait, pour faire court, quand j'ai commencé la boxe, je voulais briller et c'était une de mes raisons en fait, pour lesquelles je voulais briller. Voilà. C'est, comme je le dis à chaque fois, j'avais 3 raisons. La première, c'était justement pour pouvoir déjà aider mes parents. La deuxième, c'est venir en aide de ceux qui en ont besoin. Donc, je ne suis pas non plus le plus parfait du monde et celui qui va aider tout le monde. Je ne suis pas le super-héros, mais j'essaie en tout cas, à mon niveau et à mon échelle, de pouvoir aider. Donc, et je me dis, plus j'aurai de notoriété, et plus on va m'écouter. Et peut-être redorer ton image qu'à l'école, on te disait tu sais rien faire, tu feras rien de ta vie. Il y a peut-être ça aussi. J'avais cette vengeance aussi. J'avais cette vengeance, bien sûr. J'avais cette petite vengeance aussi. Mais cette vengeance-là, je ne l'avais pas envers les gens qui me disaient tu feras rien de ta vie. Je l'avais envers moi-même. Parce que je m'en voulais en fait. Je m'en suis voulu pendant un petit moment. Quand je suis parti à Toulouse et que tu es là en train de dormir dans les vestiaires pendant quelques temps pour débuter parce que personne ne croit en toi. Il n'y a pas d'argent et que tu ne peux pas te loger. Donc tu dois compter tes sous juste pour acheter un sandwich, tu vois, pour manger à midi. Ben là, c'est là où tu commences à pleurer et tu as les larmes aux yeux. Tu dis, mais pourquoi je n'ai pas travaillé à l'école? En fait, je m'en veux. Pourquoi je me suis accroché avec tout le monde? Pourquoi j'ai été violent? Et c'est vrai que, et tout ça. Tu aurais pu mal tourner, Samir.
Si tu n'avais pas eu la boxe, tu aurais pu mal tourner, comme ça peut arriver avec certains jeunes. J'aurais pu très mal tourner, oui. Donc la boxe, le sport t'a sauvé aussi. La boxe m'a sauvé, c'est un tout. Il y a la boxe, en fait, oui, quand j'ai découvert la boxe, ça m'a permis en fait d'avoir, comme je dis, une passion. Voilà, j'avais cette passion-là, c'est la boxe, c'est ma passion. Et après, de cette passion, avec l'éducation de mes parents et tout ce qu'on m'a inculqué, j'ai eu cette maturité, cette petite maturité de me dire, voilà, pour me dire, en fait, cette passion, je vais en faire un but. Et c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai fait mon dernier combat, je pense sur le ring, au micro. Je disais aux jeunes, voilà, jeunes, il faut avoir une passion. Et je dis aux parents, laissez vos enfants être passionnés par quelque chose. Voilà, laissez-les. Ouais. Essayez de leur trouver leur passion, les aider à trouver leur passion et après d'en faire un objectif de vie. On va parler aussi de ce combat, parce que tu as passé une étape à Villeneuve, l'Amir Mori, ce combat face à Serif Gurdilejak, le Serbe. C'est un titre intercontinental IBF, mais c'est aussi la possibilité dans quelques semaines, quelques mois, de pouvoir peut-être toucher cette ceinture mondiale en super plume. Le fait de le faire à l'Amir Mori, tu l'as dit assez souvent, mais ça a été important de le faire à Villeneuve-sur-Lot, là où tu as aussi tiré pour un championnat de France il y a quelques années. Là, c'était pour un titre intercontinental. C'est ça aussi la fidélité à tes supporters, Villeneuvois, Lot-et-Garonnais? Ça a été déjà un gros sacrifice de le faire là à Villeneuve. Et donc, voilà, c'est refuser plein d'offres à l'extérieur, à l'étranger notamment, et pour pouvoir le faire ici. Et en fait, c'est pour moi, c'est leur montrer à ma manière, voilà, que moi aussi je peux être fidèle envers eux. Ils le sont envers moi par rapport au soutien qu'ils me donnent depuis des années. Donc moi aussi, voilà, je peux renvoyer l'ascenseur. Et ça a toujours été mon but, tu vois. Et comme là, on parlait des associations, on parlait de plein de choses. Quand je dis que je voulais réussir, prier pour pouvoir aider aussi ceux qui en ont besoin ou ma famille, c'est pour renvoyer l'ascenseur. Parce qu'on me soutient aussi. Voilà, avant, on ne me soutenait pas comme maintenant. Forcément, on ne me connaissait pas comme aujourd'hui. Mais avant, le peu de soutien que j'avais, je voulais renvoyer cet ascenseur-là. Et c'est ce que je fais aussi avec Villeneuve lorsque j'ai voulu organiser à Villeneuve. Bon, on va continuer à parler de toi, Samir, parce qu'on va parler, si je te dis hyperactivité, est-ce que c'est un mot qui te sonne pour ton caractère, pour ton quotidien? Oh oui, hyperactivité, ça c'est. T'as besoin de toujours être actif. Quand ma mère demandait justement au docteur, on était très. On avait énormément confiance en notre docteur parce que c'était un docteur de famille depuis des années, qui est à la retraite maintenant, un docteur Butel que je salue. Et ma mère, elle disait, je comprends pas, elle parlait comme un confident en fait. Ouais. Et donc, il bouge partout, je comprends pas. Et on dirait, voilà, par moments, il est un peu violent et puis il peut pas rester tranquille. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a quelque chose? Et non, il est juste hyperactif en fait, votre fils. Et ça, hyperactivité, ça continue. Mais ça continue. Tu as besoin toujours d'être en mouvement. Je canalise par moment, mais ouais, j'ai toujours besoin d'être dans l'action. Avant les combats, comme ça, parce qu'il y a des moments où il faut quand même que tu arrives à te concentrer, que tu arrives à rester au calme, c'est facile pour toi? Tu arrives quand même à te poser, à réfléchir Quand j'étais là pendant quelques jours avant le combat isolé, c'était quand même compliqué. Le premier jour, c'est bien, c'est reposant. Deuxième jour, ça repose aussi. Troisième jour, le matin, c'est bien. Franchement, je suis en forme. Je pourrais faire quelque chose là. Là, je peux aller courir, je peux aller, je sais pas, bouger. Le quatrième, cinquième, ça commence à être long là. Et puis, mais quand même, dans le troisième jour, on te dit non, Samir, tranquille. Garde le pied sur le frein. Et puis, quatrième, cinquième, là, ça commence vraiment à être très long. Est-ce que dans ta pratique, tu as un boxeur que, quand tu étais plus jeune, que tu adorais voir, que ça soit à la télé, en vrai, que y a peut-être des coups, des façons d'être sur le ring que tu as prises? Oui, il y a beaucoup de boxeurs que je regardais. En fait, je faisais un mélange. Je regardais Manny Pacquiao, un Philippin, grand champion. Et qui en plus dans la politique aussi. Exactement, j'allais te le dire. Donc ça. Ouais. Et après, je regardais aussi Floyd Mayweather, grand champion aussi. Ouais. Donc voilà, après je regardais aussi Lomachenko. Ouais. Donc ce sont des très bons boxeurs qui ont commencé à ma catégorie. Tu regardes la technique? C'est la technique que tu regardes sur ces boxeurs-là? Je regarde la technique, leur façon de boxer. Ouais. Je regarde des vidéos, des reportages de comment dans leur vie, comment ils sont, ce qu'il faut à côté de la boxe. Ouais. Et je vois que beaucoup de boxeurs, beaucoup d'entre eux ont des business à côté de la boxe. Ouais. Il y en a un dans la politique, l'autre il est très famille. Enfin, voilà, ils ont tout plein de choses. Là aussi, il y a plein d'activités autour. Ils ont plein d'activités autour. Et là, j'ai compris qu'en fait, je ne suis pas le seul hyperactif. Eux aussi sont hyperactifs. Et ça, bien sûr, ça m'a inspiré. On va revenir sur ta vie. Comment tu pouvais te voir, le Samir Ziani, sans boxe? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la boxe, quel métier tu aurais peut-être voulu exercer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aurait plu
À un moment donné de ta vie, tu t'es dit, bah tiens, dentiste, avocat, j'en sais rien. Bon, quand je suis dans les vestiaires, à m'échauffer, et qu'on me fait le bandage et tout ça, que la pression elle monte, et que j'ai les personnes, les amis, la famille, les partenaires sont là en train de me demander dans l'échauffement, comme à ce dernier combat, je suis là, je fais mon échauffement, et puis je regarde mon entraîneur, et je le regarde, et je lui dis, Ben, parce qu'on se le dit tout le temps ça, il me le dit, à chaque fois, il me le répétait quand j'étais plus jeune, et il me disait, Samir, t'es dans la merde, hein. Mon amateur. T'aurais dû écouter tes parents quand ils t'ont dit travailler bien à l'école. Maintenant, là, tu te retrouves à aller boxer quand j'étais en amateur. Quand je finissais ma carrière amateur là-bas. Quand je débutais en professionnel, alors, il me dit, t'es encore plus dans la merde là, parce que là, t'es professionnel. Plus ça va, plus ça monte. Et là, je regardais, je dis, Ben, je suis dans la merde. Il était mort de rire parce qu'il se souvient de tout ça. Bien sûr. Et juste que lui, il n'a pas osé parce qu'il y avait du monde. Il partait de ça, il n'a pas osé. Mais moi, j'ai osé, je l'ai dit. Et puis tout le monde a ricané. Et puis moi, j'explique, je suis dans la merde parce qu'en fait, mes parents m'ont dit quand même, il fallait travailler à l'école. J'aurais pu être dentiste, banquier, mais non. Non, de toute manière, il n'y a pas eu autre chose. Je ne regrette pas ma vie, je regrette pas mes choix. Jusqu'à maintenant, je pense avoir fait les bons choix. Ouais. Et j'ai fait un petit peu, j'ai fait plein de pays. J'ai découvert l'Angleterre, les États-Unis, j'ai découvert beaucoup de monde. J'ai agrandi mon réseau grâce à la boxe. C'est grâce à ça. Et j'en suis vraiment fier parce que ça m'a permis d'apprendre et justement de faire ce que j'ai pas fait à l'école. On parlait d'astrologie tout à l'heure. Tes cancers, t'es né au mois de juillet, c'est pas une chose que tu regardes, que tu écoutes spécialement, mais est-ce que, par contre, le destin, est-ce que le destin, c'est une chose en disant de toute manière, c'était ça, moi. Il n'y avait pas autre chose. Donc c'est mon destin, j'ai frayé mon chemin là-dedans et je suis parti là-dessus parce que c'est ça. C'est une très bonne question parce que même avant, quand j'avais des combats qui s'annulaient, je parle maintenant, je parle vraiment du début de ma carrière professionnelle, c'était compliqué quand t'as pas de promoteur, t'as rien du tout, t'as pas de partenaire, donc voilà, et que t'es pas encore connu dans le monde de la boxe, et des combats qui tombaient à l'eau, et puis je me disais, c'est pas grave, ça se trouve si c'est tombé à l'eau, c'est parce qu'il y aura quelque chose de meilleur après. Et sur le dessin, tapis, c'est comme ça, c'est pas grave. Même si, ça m'embêtait vraiment. Ça pique un peu au départ. Il fallait bien que je m'accroche à quelque chose justement pour me relever, lever la tête et me dire, bon, c'est pas grave. Si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et le fait, bien sûr, et là, je reviens juste sur une petite parenthèse, les associations. Et le fait d'être le monde associatif, ça me permettait justement de relativiser et dire, c'est pas grave, Samir. Toi, c'est un combat. Mais il y en a, c'est pire. Voilà. Donc déjà, me dire, je suis en bonne santé, c'est un combat. C'est pas grave, j'attendrai. Et après, j'avais toujours. Alors, est-ce que c'est le destin ou pas? Moi, en tout cas, j'y crois. Après, il y en a qui ne croient pas, chacun croit ce qu'il veut. Mais après, j'avais toujours une meilleure proposition, à chaque fois. Et puis, quand j'avais cette proposition, je la saisissais et je gagnais. Et je me dis, mais en fait, heureusement que ça s'est annulé. Sinon, j'aurais pas eu tout ça. Heureusement que pendant un an, il y avait le Covid qui m'a annulé le combat. Sinon, j'aurais pas pu faire ça. Tu ne serais pas arrivé à la Myrmorie le 27 novembre. Donc ça valait le coup de patienter pendant un long moment sans boxer. On parle du destin, mais on parle aussi de la religion. Quelle est la place de la religion chez Samir Ziani? La religion, ça a une place importante chez moi. J'ai grandi, j'ai baigné là-dedans. Et pour moi, ça a vraiment une place importante. Parce que ça fait partie, comme je te disais, c'est un tout. Et ça fait partie des choses qui ont fait de moi ce que je suis maintenant. Lorsqu'on me dit, plein de gens qui me disent « Ah, c'est bien Samir, t'es gentil, t'es souriant, mais ton éducation, vraiment, une bonne éducation. Mais ta maman, elle a dû te le répéter à chaque fois, de parler, d'être souriant envers les personnes, d'être super accueillant, poli. » Moi, j'ai grandi j'avais une éducation religieuse. Religieuse? Oui, pourquoi pas ça? C'est mon éducation religieuse qui m'a appris tout ça, en fait, qui m'a inculqué tout ça. Donc je fais juste ce qu'on m'inculque, ce qu'on me dit moi dans ma religion aussi. C'est ça l'éducation. Donc c'est pour ça que moi ça a une place importante. Du fait que les gens voient le Samir souriant et gentil, c'est aussi ça qui a fait le Samir de maintenant. Bon, une chose qui est très importante également pour toi, c'est Villeneuve-sur-Lot. La ville de Villeneuve-sur-Lot, on l'a vu parce que tu as organisé ton combat à la Myrmorie. Si on parle de Villeneuve, mais si on parle d'un endroit peut-être que tu préfères à Villeneuve-sur-Lot, est-ce qu'il y a un endroit où tu peux te ressourcer, tu peux te balader, tu as envie d'y être avec la famille? Villeneuve-sur-Lot. La ville. Ouais, c'est ça. Il y a un endroit dans Villeneuve, c'est Villeneuve. C'est la ville. Le centre, quand je vais au glacier, quand je vais aller au thé, c'était chez toi, maintenant c'était chez Joël. Voilà, même quand je passe la rue de Paris. Ce qui est marrant aussi, c'est quand je passe cette rue de Paris-là, et que je passe devant les commerces, et que j'ai mon petit avec moi. Il marche, et là, il va à chaque magasin, chaque boutique, et puis t'as les femmes qui sortent, ceux qui travaillent dans les boutiques, qui disent « Oh, le petit, il est mignon, Amir », et tout le monde sait qu'il s'appelle Amir. Et là, je me dis, mais en fait, il a plus de codes que moi, et moi, ça me rend fier. Et ça me rend fier. Il sera 100% Villeneuvois, quoi. Il sera 100% Villeneuvois, et Lot-et-Garonnais aussi. Et moi, je veux qu'il ait la même relation avec les Villeneuvois et les Lot-et-Garonnais,
que j'ai moi avec eux en fait. Et c'est pour ça que voilà, je le prends avec moi, c'est dès maintenant. Il a même pas 2 ans, c'est petit, mais c'est dès maintenant. Et c'est pour te dire que oui, moi, l'endroit où je me ressource dans Villeneuve, c'est Villeneuve. Il n'y a pas d'endroit spécial, c'est Villeneuve. Tu me mets à Pujol, tu me mets dans le centre de Villeneuve, ou tu mets à Côte de Plaisance. Tu peux me mettre où tu veux. Donc voilà, même vers Courbiac. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Parce que là, l'amour de Villeneuve, l'amour du Lot-et-Garonne, mais un peu plus déjà, je dois dire que j'ai des frissons là. Profondément, ouais, voilà, ça, parce qu'on pense aux enfants et on pense parce qu'ils vont grandir, ils vont être à côté de toi. Toi, on va en parler dans quelques minutes de ton après-carrière, parce que c'est aussi important de savoir un petit peu quelle est ta vision de l'après-boxe pour Samir Ziani. Mais là, c'est le futur pour toi, le futur Ziani, tes 2 garçons. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Moi, ce que je veux leur dire, en fait, je veux leur dire plein de choses. Et c'est pour ça que je vais en profiter un maximum de les voir grandir et de rester près d'eux. Des tout jeunes comme Amir, maintenant, voilà, il est petit, je peux me dire, bon, mais il ne comprend pas, il n'a même pas 2 ans. Si, il comprend plein de choses parce qu'il reproduit ce qu'il voit. Et au fil du temps, même si à l'âge de 15 ans, il aura plus de souvenirs de ce qu'il a fait à l'âge de 2 ans, c'est pas grave. C'est le fait voilà, qu'ils grandissent comme ça, rien que ça. Moi, pour moi, l'éducation commence dès maintenant. Et donc, du coup, je vais leur dire plein de choses, je vais les amener avec moi un peu partout, je vais me balader avec eux, je vais passer le plus de temps possible avec eux. C'est ça le plus important. C'est vraiment de partager des moments avec eux. Et dans les moments, c'est là où on dit des choses. Tu vois, on peut être à table, je suis à table avec mes enfants quand ils seront un peu plus grands, et puis dire, voilà, on aura un sujet. Et puis après, on fera autre chose. On va venir au cinéma, en allant au cinéma, on aura un autre sujet de conversation, parce qu'on aura vu quelque chose entre-temps. Tu vois, c'est passer un max de temps avec eux pour pouvoir leur dire un maximum de choses. Moi, c'est ça. Donc, si Amir te dit, bon, bah papa, je veux faire comme toi, je vais être boxeur. Je vais lui inculquer déjà, je vais lui apprendre à être boxeur, d'accord, il n'y a pas de souci, mais la première chose que je veux lui dire, c'est, mon fils, c'est la boxe, on n'est pas là pour se détruire. Ça veut dire que toi, lorsque tu vas terminer la boxe, tu commences, mais lorsque tu vas finir, il faut que tu puisses être en capacité encore d'utiliser ton cerveau et correctement. Donc c'est ça, c'est toucher sans se faire toucher. Moi, je veux pas qu'il finisse blessé et avec des douleurs partout. La boxe, c'est pas souffrir. Déjà, ça, je le dis, c'est lui expliquer ce genre de règles. Pour moi, c'est une règle en or. Et après, pour le reste, c'est au fil du temps, à force de le prendre avec moi. On va parler de l'après-carrière. Bon, tu as 31 ans, tu as encore quelques bonnes années, j'espère, dans la boxe, mais il va falloir parler de la suite, quand tu vas poser les gants. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je prépare ça depuis des années déjà, et maintenant je sais ce que je ne veux plus. Et donc c'est pour ça que voilà, je m'ouvre des voies, j'ai des portes entrouvertes, et donc moi j'ai juste à les pousser, rentrer, visiter la pièce. Et donc je suis rentré dans la politique, la coach sportif, et puis alors, peut-être pas autre chose. Coach sportif, c'est intéressant parce que tu as envie de transmettre aussi ce que tu as vécu pendant de longues années en tant que boxeur professionnel à des gens qui, lambda, et c'est pas péjoratif, mais des gens qui connaissent peut-être pas le milieu sportif non plus. C'est ça, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment le milieu sportif. Et puis, j'ai des personnes qui font du sport mais veulent découvrir la boxe à travers moi. Donc voilà, ce sont des personnes qui me suivent déjà depuis des années. Et donc, qui me demandent sur les réseaux si je peux venir les entraîner et coacher. Et puis, moi, ce qui est important dans les coachings, c'est que je ne fais pas que le sport. Bon, il y a tout ça. Il y a un équilibre de vie, une hygiène de vie aussi. Donc, en fait, je partage mon expérience. Donc, et donc, sur le sommeil, la nutrition, donc je fais des rééquilibrages sur plein de choses. Et après aussi, c'est aussi du coaching de vie. Parce que voilà, j'ai souvent des personnes qui sont angoissées, stressées sur plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment du coaching de vie. C'est des gens avec qui je parle, avec qui je discute après l'entraînement ou avant. On sait souvent que le coaching sportif, ça sert aussi quand on est employé dans une entreprise, quand on est dirigeant d'entreprise. Ça permet aussi de relativiser certaines choses, comme on le disait tout à l'heure dans l'interview. Comme on disait tout à l'heure dans l'interview. Et pour moi, c'est très important. Si on parle aux jeunes boxeurs qui te regardent, qui t'écoutent là depuis quelques minutes sur Sud-Ouest, la devise, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour arriver au boxeur professionnel comme toi tu es, Samir? Pour les jeunes, que ce soit dans la boxe ou dans le sport tout court, je pense que dans ce qui se passe à la boxe, c'est la même chose avec les autres sports. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, déjà en tant que sportif, c'est leur dire de ne pas lâcher leur objectif. Toujours garder cet objectif-là dans le viseur, en fait. Et ça, c'est très important. De rien lâcher. De rien lâcher, de rester focus. Et après, un mot aussi aux parents qui sont derrière, les adultes, il faut les aider. Il faut croire en eux aussi et leur montrer justement que vous êtes derrière et que vous êtes d'un gros soutien pour eux. Ça, c'est important. Ça a été mon cas. Et ensuite, après, pour ce qui est aussi... c'est rêver, en fait. Il faut rêver. N'ayez pas peur de rêver grand. Moi, pour moi, c'est vraiment c'est la phrase, n'ayez pas peur de rêver grand. C'est très important. Et ces rêves-là, vraiment, on les transforme en but dans la vie, en objectif. Et puis après, ça devient réaliste. On va remercier Tahar Ouaoura qui nous a ouvert
les portes du club, du boxing club de Fumel Libos, parce que ça a été tes débuts ici. Il nous a accueillis les bras ouverts pour nous mettre sur le ring. Ton ring, le ring de tes débuts ici, Samir. On va remercier tous ceux qui ont participé à ton combat. Le 27 novembre à la Mirmorie, tu l'as fait plusieurs fois, mais c'est vrai que ça a été important de le faire à la Mirmorie. On a pu participer à cette aventure avec toi, être plus proche des Villeneuvois et les Lot-et-Garonnais. Et puis on va encore te féliciter. Ben écoute, je te remercie. Merci pour l'interview. Et puis je remercie mes partenaires, toute l'équipe. Donc je ne vais pas citer tout le monde parce que ça va faire beaucoup. Et c'est là où je me rends compte. En fait, pour remercier tout le monde, comme ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde et je les remercie. C'est vraiment une fierté pour moi. Et donc voilà, et notamment aussi un grand monsieur qui croit en moi depuis des années, c'est Philippe Ginesté. Exactement. Et avec Thierry Boukari, donc ils sont toujours derrière moi, près de moi, toujours là. Donc depuis de nombreuses années. Ouais. Depuis de nombreuses années. Je remercie aussi SOS Sud-Ouest. Ouais. C'est quand même important. Ah bah de rien. Écoute, c'est un vrai plaisir. Parce que c'est bien, vous mettez le sport en honneur et vraiment, c'est vraiment important ce que vous faites pour les sportifs du Villeneuvois surtout. Donc moi, je vous remercie au nom de tous les sportifs. Merci. Et puis merci aussi au public, aux fans de boxe. Et voilà, c'est vraiment super. Et en tout cas, sans le public et sans les journalistes, nous sportifs ou personnages publics, nous ne sommes rien du tout. C'est important. Et ça, ça fait partie des conseils que je donne aux jeunes sportifs qui veulent réussir. Dites-vous que sans le public, sans les journalistes, nous ne sommes rien du tout. C'est vraiment important, nous sommes complémentaires. On se retrouve très vite sur le ring. Très rapidement. Je suppose, et on aura des nouvelles à vous donner. Et un gros merci aussi à Tar. Merci beaucoup. Il ne faut pas l'oublier parce que ça me rappelle de bons souvenirs et vraiment, c'est super. Bon, à très vite, Samir. À très vite. Merci. Mais par contre, juste une chose, parce qu'il m'a parlé d'après-carrière. Oui. Donc, viens. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, tu veux mes fiches. Voilà. Il faut que je fasse le Samir Siani. Exactement. Bon, on va finir là-dessus, les amis. Hein. Les jeunes, essayez de piquer la place des journalistes. Faites comme moi. On finit avec Samir Ziani. Voilà, Patrice. Cette interview. Il va falloir que je réponde aux questions. On va se quitter avant, parce que je ne sais pas quelles questions. Je ne voudrais pas que ça se sache. Merci beaucoup à Samir. On se retrouve sur Sud-Ouest. Bien sûr, très très vite. La page Facebook et puis la chaîne YouTube. À très vite, Samir. À très vite. Merci encore. Et big up à SOS Sud-Ouest. La première fois où j'étais solo quand j'ai frappé dans le sac. Aujourd'hui je peux plus compter les fois où j'ai collé dans le sac. La première fois où j'étais solo quand j'ai frappé dans le sac. Aujourd'hui je peux plus compter les fois où j'ai collé dans le sac. J'oublie pas, je reviens loin, le chemin fut long. Parfois j'y repense, je comme un lion. Nourri par la craque et vaincre quand je passe à l'action. Chez moi la défaite n'est pas une option. Le punch est inné, le crochet acquis, le ring est miné. Boxeur au tapis.